Donc, bonjour à tous, je m'appelle Bouchra Agram et nous sommes honorés, moi et mon collègue Abidi Hassan, de vous présenter aujourd'hui notre projet intitulé Détection et reconnaissance des panneaux de signalisation routière. Cette présentation a été rédigée dans le cadre du projet piéton encadré par Monsieur Saïd Bachari. Avant toute chose, on souhaite tout d'abord vous présenter les membres de l'équipe. Il y a moi, Agram Bouchra, et Abidi Hassan. Maintenant, entamons notre présentation. Comme commencement, les panneaux de signalisation routière sont plutôt des éléments de la route. Ils désignent à la fois le dispositif sur lequel est implémenté un signal routier et le signal proprement dit. Placés à côté des routes, ils ont pour fonction de rendre plus sûre la circulation routière en informant les usagers d'éventuels dangers qu'ils peuvent rencontrer. Mais ça permet aussi de faciliter la circulation en indiquant les directions à suivre. Donc, on peut dire que le fait qu'ils ont été placés dans un tel endroit n'est pas eu au hasard. Leur suivi est très important pour une circulation fluide. Dans cette présentation, on va vous présenter le projet qui se gère sur la thématique de signaux routiers. Donc, pour le plan, on va tout d'abord entamer par une introduction qu'on va y voir le contexte général, la problématique et la solution proposée. On va voir aussi la réalisation avec les différents axes qu'on va voir par la suite. Après, on aura les outils de technologie qu'on a utilisés pour l'implémentation de notre projet. Et ensuite, le déploiement. Après, on va voir la démonstration. Et à la fin, on va voir une conclusion. Maintenant, entamons par l'introduction. J'ai déjà expliqué auparavant l'importance des panneaux de signalisation et leur suivi, le fait qu'ils avertissent le conducteur des dangers et les règles à suivre pour avoir une circulation sécurisée et aussi fluide. Mais malgré cela, on voit de jour en jour le nombre d'accidents qui augmente et on a environ 3280 personnes qui meurent chaque jour, ce qui est un chiffre qu'on ne peut pas négliger, mais il ne cesse d'augmenter. Donc, ici, on peut désigner la problématique suivante. La principale problématique c'est l'augmentation du nombre d'accidents de route. Cela est dû généralement à cause de l'augmentation de la dose de la fatigue et du stress, ou bien à cause de mauvaises visions de la route, par exemple à cause du brouillard ou bien d'autres facteurs d'événements ou de météo. Cela peut causer des troublements de vue pour le conducteur et il ne pourra pas reconnaître le signal qui est devant lui. Donc, comme solution et objectif, et grâce à la vision artificielle, nous avons choisi de développer un modèle intelligent qui fait la détection et la reconnaissance des signaux routiers en temps réel, pour objectif d'aider le conducteur à prendre des bonnes décisions dans des circonstances plutôt difficiles. Pour mieux pouvoir contrôler sa circulation et sa véhicule, et pour aussi augmenter sa sécurité et la sécurité des autres passagers ou bien d'autres conducteurs. Ce modèle va être par la suite déployé dans une application mobile, plutôt une application Android, pour faciliter l'utilisation du système pour faciliter l'utilisation de ce système-là pour les conducteurs. Et pour faire une approche à notre projet, on va voir trois modules qu'un projet de deep learning doit les adopter. Premièrement, le module de détection. C'est d'être capable de détecter s'il y a un panneau de routière ou bien non. Le deuxième module, c'est le module de reconnaissance qui présente la capacité d'identifier un individu spécifique parmi les autres. Et le troisième module, c'est le module de classification qui a comme but de reconnaître de quel type de choses elle choisit. Par exemple, un panneau d'interdit ou bien donner la route, passage piéton, etc. Pour que notre programme soit efficace, on a utilisé une grande dataset qui contient presque 40 000 photos et on a divisé cette dataset en trois parties.
partie d'entraînement qui prend 60% des données, une partie de 20% pour tester le modèle et l'autre 20% qui reste pour valider si nous avons obtenu un bon résultat. Et dans cette partie-là, on va plutôt se focaliser sur l'algorithme utilisé pour faire l'implémentation et la réalisation de notre modèle et de notre réseau qui va nous permettre de faire la détection et la reconnaissance des panneaux de signalisation routier en temps réel en utilisant la caméra. Donc, pour faire cela, ou bien pour pouvoir réaliser ce modèle-là, on a plutôt suivi le fonctionnement du deep learning ou bien ce qu'on appelle aussi l'apprentissage profond avec le système de réseau de neurones artificiels. Donc, c'est quoi le réseau de neurones artificiels? Donc, le réseau de neurones artificiels est un système qui se base sur le fonctionnement du cerveau humain pour l'adapter à des ordinateurs. Et grâce à cela, l'ordinateur aura la possibilité de résoudre des problématiques et de faire des tâches de façon autonome sans l'intervention de l'être humain. Dans cette partie-là, on va plutôt voir c'est quoi le modèle basé sur le réseau de neurones convolutifs. Donc, on peut dire que le CNN, c'est un puissant type d'apprentissage en profondeur de traitement des images, souvent utilisé pour faire l'avisionnement par ordinateur, comme dans notre cas, sachant qu'on souhaite faire la reconnaissance automatisée par caméra. Donc, on peut dire aussi, à partir de cette figure-là, vous pouvez constater que le CNN utilise un système multicouche. Donc, à part les couches d'entrée et les couches de sortie, il y a des couches internes. Donc, dans cette partie, on va vous présenter la démarche globale qu'on a suivie pour faire la réalisation et le sauvegarde de notre modèle CNN. Mais plutôt, je ne vais pas trop entrer dans les détails dans cette partie, sachant qu'il va être bien développé dans dans le chapitre de la démonstration. Donc, commençons. La première étape à faire, c'est la classification. Donc, dans cette étape-là, on prend les images des panneaux des signaux routiers et on fait la classification de ces images-là par rapport à leur type. On obtient une génération d'un groupe des classes. Ensuite, et à partir des 60% des classes, de ces classes-là, on va faire le training ou bien l'entraînement qui va nous générer des résultats. Ces résultats-là vont être implémentés par la partie validation avec les 20% des classes générées. Et ensuite vient la partie des tests. Donc, dans cette partie-là, avant d'entamer cette partie, on doit tout d'abord réaliser notre modèle en intégrant le réseau de neurones en utilisant les bibliothèques Keras et TensorFlow. Et on va y faire le test à partir des 20% des classes restantes. Et à la fin, on fait le sauvegarde ou bien l'enregistrement de notre modèle et c'est tout. Et pour réaliser ce projet, on a utilisé des différents outils et technologies, par exemple des bibliothèques de Python qui sont TensorFlow, qui est un outil open source développé par Google, et on a utilisé cette bibliothèque pour l'entraînement de notre modèle. Keras, qui est un API d'apprentissage profond fonctionnel au-dessus de TensorFlow, et il a comme but de permettre une expérimentation rapide. Panda, pour la manipulation et l'analyse des données, OpenCV, qui est spécialisé dans le traitement des images en temps réel, Matplotlib, qui est désigné à tracer et visualiser les données sous forme de graphiques, et dernièrement NumPy pour manipuler des matrices ou bien des tableaux multidimensionnels, ainsi pour l'utilisation des fonctions mathématiques sur ces tableaux ou bien ces matrices. On a utilisé des logiciels, par exemple Android Studio, qui est un environnement de développement des applications mobiles Android, et nous avons utilisé le langage de programmation Java pour le développement de cette application sur ce IDE. Google Colab pour écrire et exécuter du code Python sur les serveurs cloud de Google, ce qui garantit la performance et la rapidité d'exécution. Et on a utilisé Google Colab pour la partie d'entraînement et le sauvegarde de modèles en utilisant Keras et TensorFlow. PyCharm qui est un IDE pour l'exécution de Python. On a utilisé ce logiciel pour implémenter le modèle généré sur Google Colab sur notre ordinateur. Maintenant, passons à l'étape de déploiement. Cette étape est très primordiale dans des projets de deep learning du machine learning.
En laissant le modèle comme ça dans Colab par exemple, bien dans Jupyter Notebook, personne ne pourra l'exploiter et l'utiliser. Et il y a aussi des gens qui vont utiliser ou bien intégrer leur modèle seulement en local, mais aussi de cette manière-là, ça sera difficile de l'exploiter. Donc ils devront l'utiliser et l'intégrer dans un environnement qui est réel pour permettre à d'autres utilisateurs de l'exploiter et de laisser le modèle interagir avec des données en direct. Mais généralement, cette étape est plutôt complexe et sa complexité, ça dépend du type de déploiement choisi. Dans notre cas, on a choisi le déploiement par application mobile. Ce choix a été décisif depuis le début car l'utilisation des API ou bien des applications web, c'est pas évident dans notre cas là, sachant que le conducteur ne va pas prendre à chaque fois son PC pour faire la visualisation en direct, mais en utilisant des applications mobiles et en utilisant le téléphone portable, l'utilité de notre modèle, ça sera plutôt fluide. Et sachant que les téléphones portables, c'est un outil qui est léger et qui que n'importe qui possède sur lui. Donc à chaque fois le conducteur pourra le prendre, le mettre devant la vue de la route et faire la détection en temps réel des différents signaux routiers. Et généralement, pour faire cela, on a utilisé TensorFlow Lite. Sachant que notre modèle, c'est un modèle qui suit la bibliothèque Keras et TensorFlow, donc ça sera plutôt facile de faire la conversion. Donc TensorFlow Lite, c'est quoi? C'est un outil conçu pour aider le développeur à exécuter leur modèle. C'est un outil qui permet aux utilisateurs, aux développeurs d'exécuter leur modèle TensorFlow dans des applications mobiles. L'exécution de ce modèle-là, ça sera plutôt maniable car TensorFlow Lite, c'est un outil qui permet de faire la représentation des modèles de deep learning avec le moins de temps et le moins de ressources. Et comment cela ça se fait? Vous pouvez le constater à partir de la figure présentée ici, à partir du modèle qu'on vient de traîner et de sauvegarder. On va prendre ce modèle-là et on va le faire la conversion en utilisant TensorFlow. On peut faire la conversion de notre modèle en un modèle TensorFlow Lite. Ce modèle TensorFlow Lite, par la suite, va être pris et déployé dans des applications mobiles. Et pour l'implémentation, on va commencer par l'entraînement et la création du modèle. Donc, pour faire ça, on a utilisé Google Colab. Donc, tout d'abord, il faut élaborer une connexion avec l'environnement et mon drive qui contient le dataset en utilisant ce bloc. Après, on doit importer toutes les bibliothèques qu'on va travailler avec eux et que j'ai déjà expliqué dans la partie outils et technologies utilisées, par exemple Keras, TensorFlow, OpenCV, etc. Ce bloc est pour définir des variables qu'on va travailler avec eux après, par exemple le path, cette variable qui contient le chemin des datasets. Donc, on passe maintenant à lire toutes les images du dataset et les redimensionner en 32 pixels dans la longueur, 32 pixels dans la largeur. Euh, et après, je veux convertir ces images en 32, 32 et 3. C'est 3 pour séparer les trois couleurs RGB, red, green et blue. Et maintenant, on va fractionner l'ensemble des données, comme ce qu'on a déjà cité, 60% pour l'entraînement, 20% pour la validation et 20% pour le test. Donc voilà, comme vous voyez ici, le nombre des photos qu'il va les utiliser pour l'entraînement et le nombre pour la validation et pour le test. Après, dans ce bloc, on va visualiser les différents types ou bien les classes de notre dataset et aussi tracer un graphe qui présente chaque classe combien de photos contient. Donc ici, on crée notre plot euh, qui contient class number, le nombre de classes, et number of images, c'est-à-dire le nombre des images dans chaque classe. Donc voilà en général les,
les classes qu'on a ici. Et on va voir le plot ici, le plot qui contient chaque classe combien d'images. Donc voilà, par exemple, la classe 0 contient presque 200, classe 1, classe 2, etc. Dans ce bloc, ici, on va définir des méthodes qu'on va les utiliser par la suite pour appliquer des traitements sur notre dataset. Par exemple, cette méthode pour la conversion en niveau gris, la deuxième pour égaliser l'histogramme et la dernière méthode pour normaliser l'image. Et ici, dans ce bloc, nous avons utilisé ces méthodes sur les trois parties du dataset. La partie d'entraînement, la partie de validation et la partie de test. Donc, voilà, comme vous voyez. Dans ce bloc, on augmente les données pour générer des données génériques en définissant des paramètres d'augmentation. Par exemple, la plage de zoom, par exemple, la plage de rotation, ici, etc. Après, dans ce bloc, on converte le vecteur de classe DTK en matrice de classe binaire. Et maintenant, on va passer à une étape qui est très importante, c'est la création du modèle. Donc, tout d'abord, on a utilisé le module séquentiel de la bibliothèque Keras. Ensuite, on doit ajouter des couches convolutives dans le réseau. Dans les deux premières couches conv de D, on a utilisé 60 filtres et la taille du noyau, c'est 5,5. Ce noyau déplace autour de l'image et obtenir la fonctionnalité de l'image. Et dans Max Pooling de D, on a utilisé la taille de la piscine de 2, qu'on a déjà déclaré ici. Après, on a ajouté à nouveau deux couches conv de D, ici, conv de D, avec certains paramètres. On a utilisé 30 filtres et la taille du noyau est de 3,3. Donc, on a déjà déclaré ici. Puis, on ajoute la couche Max Pooling de D. Et après cela, on ajoute une couche dropout avec un taux de chute de 50%. Ceci signifie que 50% des neurones seront supprimés au hasard après. Après cela, on a ajouté une couche platin. Voilà, voici, une couche platin avec 500 nœuds qui est entièrement connecté à la couche de sortie. Fondamentalement, la couche aplatie convertit les données en une table, un T, pour les entrer dans la couche suivante. Après cela, on a ajouté une couche dropout avec un taux de 50%, puis on a ajouté une couche de sortie. La couche de sortie n'a que 43 nœuds. Pour ce module, on a utilisé l'optimisateur Adam avec un taux d'apprentissage de 0,001 et une perte d'entropie croisée catégorie. Donc après, dans ce bloc, on a défini pour le modèle certains paramètres, par exemple comme la taille du lot. Après l'entraînement du modèle, on doit générer les graphes d'entraînement et de perte comme suite. Donc voilà, on voit qu'on a obtenu un taux de loss presque nul et aussi un taux d'accuracy qui est près de 100%. Ensuite, on passe à la partie de test. On transmet les 20% des données de test au modèle pour les tester. Voilà, en utilisant la méthode evaluate. Et comme vous voyez ici, on a obtenu une précision de test de 99%. Après, on affiche aussi la matrice de confusion qui nous donne le résultat comme suivant. Voilà. Et comme dernière étape, il faut enregistrer ou bien sauvegarder notre modèle pour qu'on peut l'implémenter après facilement. Et pour implémenter ce modèle sur une application mobile, il faut le convertir à TensorFlow Lite. Donc voilà, on utilise ces blocs pour convertir le modèle au TensorFlow Lite et on le sauvegarde ici dans ce fichier. Et maintenant, on va essayer notre modèle en utilisant une fenêtre qui va ouvrir la caméra. Cette fenêtre est réalisée à l'aide de bibliothèque OpenCV. Donc voilà, on va tester maintenant
des panneaux de signalisation. Le premier, donc voilà, non entry, il a donné le bon résultat. Après, le deuxième, c'est speed limit, voilà. Aussi, ça c'est speed limit, donc voilà, un bon résultat. C'est un panneau give hold, bien priorité, et LED. Donc stop, aussi il détecte. Donc maintenant, on va vous présenter notre application mobile. Donc voici la structure de notre projet. Donc tout d'abord, on a créé le dossier assets où on a mis notre fichier TensorFlow Lite généré par le convertisseur comme mon collègue vous a présenté. Et ensuite, on a fait l'intégration des dependencies qu'on doit pour qu'ils puissent nous donner la possibilité d'intégrer TensorFlow Lite et de l'interpréter dans notre application qui est la suivante. Et ensuite, on a allé vers le settings.gradle et on a inclus notre librairie TensorFlow Lite. Donc maintenant, passons à la représentation de notre application. Donc ici, vous pouvez constater l'interface main de notre application. Donc à droite, le système, s'il a détecté des signaux et tout, ça va s'afficher à droite avec l'image correspondante le signal détecté. Donc c'est une fonctionnalité qu'on a intégrée dans notre application. Et en bas, l'utilisateur pourra sélectionner la caméra pour afficher la caméra pour faire la détection en temps réel en suivant la route de circulation et les panneaux qui vont s'afficher et notification dans le cas où par exemple l'utilisateur n'aura pas la possibilité de se concentrer avec le téléphone à chaque fois. Donc cette fonctionnalité, ça va permettre l'utilisateur d'entendre le signal détecté, comme ça il va le connaître à l'avance. Donc on va passer maintenant à la démonstration. Donc tout d'abord, je vais sélectionner notification pour afficher aussi le nom. Donc ici, la confidence qui a été affichée, c'est 97. Donc je vais sélectionner une notification et je vais passer aux autres tests. Donc Crosswalk. Donc, comme vous pouvez le constater, il l'a détecté. Don't enter. Il l'a détecté aussi. Don't move. Don't stop. Donc la confidence est très élevée dans ce cas-là, car le système est très, très puissant. On a utilisé une base de données très, très grande. Give road. Donc, Name road. Donc c'est ça. Maintenant, passons au speed limits. Speed limit 40. Donc il l'a détecté. Speed limit 100. Donc et voici, le système détecte l'intégralité. Le système détecte l'intégralité des signaux qu'on lui a affichés. L'interface se représente comme suite et je vous remercie de votre attention. Et pour conclure, je veux mentionner que nous avons appris plusieurs choses sur le domaine de l'intelligence artificielle en général et spécifiquement sur le deep learning, tant que c'est la première fois que nous avons travaillé sur un projet de ce genre et nous espérons bien de plus développer nos connaissances sur ce domaine et travailler des autres projets, soit sur ce même sujet pour le plus développer ou bien sur d'autres sujets. Et nous remercions aussi M. Saïd El-Bachari pour nous donner l'occasion à découvrir ce modèle dans leur module. Et pour finir notre présentation, nous voulons vous remercier pour votre attention.